Bien, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que selon la physique classique, un phénomène naturel était soit de nature corpusculaire, c'est-à-dire va s'interpréter avec des atomes qui ont des masses et qui se déplacent avec des certaines vitesses, soit de nature ondulatoire, et à ce moment-là, on a des objets immatériels qui ont ce qu'on appelle des fréquences ou des longueurs d'onde, suivant qu'on regarde la périodicité spatiale ou la périodicité temporelle. Cette physique classique considère que ces deux types de comportements couvrent toutes les cas de figure possibles et qu'il y a une exclusion entre ces deux concepts. Alors, comment on peut montrer que cette vision d'exclusive, où on dit que l'onde exclut la particule et que la particule exclut l'onde, pourquoi ça ne peut pas tenir la route? Eh bien, on va revenir à notre substance favorite qui est l'eau. Parce que l'eau a cette caractéristique, comme on l'a vu, d'exister sous différents états. L'état cristallin, qu'on appelle la glace, où les boules qui sont supposées représenter la réalité atomique vont se lier pour former un réseau périodique. On va avoir l'eau liquide, où on retrouve les mêmes boules, mais par contre, là, le réseau est fluide. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mouvements de rotation qui sont interdits. Là, je ne peux pas tourner quand je suis à le solide. Et puis, on a la vapeur d'eau, où là, on peut avoir de la rotation, bien sûr. Les molécules peuvent tourner les unes sur les autres. On peut avoir aussi la vibration, comme on a sur la glace. Et puis, ça c'est l'originalité de la vapeur, je peux me déplacer dans l'espace. Alors, il faut voir qu'il y a un mouvement qui est commun à ces trois états, c'est le mouvement de vibration. Vous prenez, alors la vibration c'est quoi? Par exemple, je vais prendre ce ressort et je vais le mettre en vibration. Voilà. Donc, on a un mouvement qui se répète régulièrement. Et en fait, plutôt que de mettre des bâtons, vous allez mettre des ressorts. Ce qui fait que vous avez toujours la possibilité, que vous soyez à l'état vapeur, à l'état liquide ou à l'état solide, ce mouvement de vibration est toujours autorisé. On peut avoir ce mouvement d'oscillation le long de la liaison chimique. Voilà, alors, ici un petit diagramme, on appelle ça le diagramme d'état de l'eau. Donc on va retrouver nos trois états, et les lignes que vous voyez, on a porté ici à un moment donné la pression, et en abscisse la température, qui sont deux variables thermodynamiques. La pression a pour variable conjuguée le volume, la température a pour variable conjuguée l'entropie. On choisit en général la pression et la température, pourquoi? Parce que la pression elle est très souvent fixée par l'atmosphère. Vous vivez sur une planète où on vit sous une pression de 1 atmosphère, c'est-à-dire à peu près 1013 kPa. Et puis la température, c'est pareil, il y a le soleil qui chauffe la planète et qui donne une température qui est toujours à peu près constante. C'est pour ça qu'on prend l'habitude de travailler dans le plan pression-température. Mais on pourrait travailler dans le plan volume-température ou dans le plan pression-volume, peu importe. Là, on prend ce plan-là parce qu'il est commode. Alors, les lignes bleues, ce sont les lignes qu'on attend pour une substance normale, c'est-à-dire qu'on a le phénomène d'ébullition, c'est-à-dire que le liquide va se transformer en gaz, et puis on a le phénomène de solidification, où le liquide va cristalliser pour former un solide. Ce qui est original avec l'eau, c'est tout ce qui est en vert ici. Ça, c'est ce qu'on appelle de la métastabilité. C'est-à-dire que l'eau a cette caractéristique, c'est qu'il y a des zones de métastabilité. Alors c'est quoi? Ça veut dire que vous pouvez chauffer l'eau bien au-delà de 100 degrés, tout en la gardant liquide. De la même façon, vous pouvez refroidir l'eau bien en dessous de 0 degré, tout en la gardant liquide. Et ça, c'est surprenant, bien sûr, parce que on a tendance à dire, oui, je passe le point d'ébullition ou je passe le point de congélation, ça doit cristalliser ou se vaporiser. En fait, toutes les substances ont ce comportement, mais l'eau a cette caractéristique, c'est que vous voyez, ces domaines de métastabilité sont extrêmement étendus. Je vous ai mis ici donc la gamme dans laquelle on peut aller. On peut garder l'état liquide à pression de 1 atmosphère depuis moins 42 jusqu'à plus 270 degrés C.
Si vous allez en dessous de moins 42, là, vous aurez toujours de la glace. Si vous allez au-delà de 280 degrés C, vous aurez toujours de la vapeur. Le liquide peut exister dans toute cette gamme, et pas seulement dans la gamme 0 degré, 100 degrés. Alors ça veut dire qu'il y a une complexité dans l'eau, parce que normalement, ces domaines de métastabilité devraient être beaucoup plus restreints, ne devraient pas être aussi étendus. Donc ça, c'est une première interrogation. Et ensuite, ici, vous avez un diagramme. Ça, c'est pour le diagramme pression-température. Ici, on fait une coupe à une atmosphère. On va couper à une pression donnée, la pression atmosphérique. Et puis, vous voyez donc toutes les températures qui s'échelonnent, donc, depuis l'eau surchauffée, l'eau métastable liquide, la glace, et puis les différentes températures de changement d'état. Il y a aussi dans la complexité, ça, je ne vais pas le détailler parce que c'est un petit peu trop technique, mais quand vous êtes dans la glace, vous pouvez faire de la glace hexagonale, comme ça, cristalline. Vous pouvez aussi faire des glaces amorphes, qui n'ont pas de structure particulière. Il y a 3 types de glaces. Des glaces basse densité, des glaces haute densité, et des glaces de super haute densité. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une très très grande complexité de cette substance qui est l'eau. Et ça, c'est un signe qu'il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà. Ça, j'en ai déjà parlé quand j'ai fait les propriétés de l'eau, mais ici, je reprends pour bien insister sur un mystère qui est vraiment incroyable. Vous voyez ici, 1657, c'est-à-dire qu'on connaît ce phénomène depuis maintenant près de 400 ans. C'est Galilée qui, le premier, s'est intéressé à ce phénomène. Donc, il a simplement fait baisser la température, il a pris de l'eau liquide, puis il a baissé la température, et puis il a regardé quel est le volume que cette eau occupait en fonction des battements d'un pendule. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'horloge. Et voilà ce qu'il a obtenu. C'est-à-dire qu'au début, lorsque la température est supérieure à 4 degrés C, on a un rétrécissement. Le refroidissement fait rétrécir le volume, et puis tout d'un coup, ça se met à diverger complètement. Et avec la glace, on obtient des volumes qui sont gigantesques par rapport à ce que ça devrait être normalement. Donc c'est cette partie-là de la courbe qui est complètement anormale. On appelle ça l'anomalie de densité. Je voulais représenter ici de façon un peu plus imagée. En fait, vous avez la vapeur. Comme je l'ai dit, les molécules sont libres de se déplacer. Vous avez le cristal, la glace, où elles ne peuvent pas se déplacer, elles ne peuvent pas tourner. Et vous avez le liquide, où elles ne peuvent pas se déplacer, mais elles peuvent tourner autour des liaisons chimiques. Eh bien, vous voyez que quand on est dans le liquide, si on va vers la vapeur, ou si on va vers le solide, dans tous les cas, on augmente le volume. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait dans la nature qu'il y a du vide qui s'introduit. Parce que si vous voulez augmenter le volume, pour la même quantité de matière, ça veut dire qu'il doit y avoir plus de vide. Comme ça que vous pouvez expliquer. Donc il y a plus de vide quand vous chauffez, ça c'est évident. Parce que quand je chauffe, j'augmente la vitesse des molécules, et à ce moment-là, elles peuvent aller beaucoup plus loin. Donc c'est logique que quand je chauffe, j'obtiens un volume qui augmente. Mais par contre, ce qui est absolument étrange, c'est que maintenant, si je réduis la vitesse, eh bien les molécules ont moins d'énergie et pourtant elles explorent plus d'espace. Et ça, c'est vraiment incompréhensible, du moins dans la physique classique. Ça a été il a fallu 400 ans pour résoudre ce problème. Et même encore aujourd'hui, on l'a résolu, bien sûr, grâce à la physique quantique, mais il y a encore des gens qui ne veulent pas admettre qu'on peut résoudre ce problème par la physique quantique. Ils essayent de l'expliquer désespérément par la physique classique, et évidemment, ils ont beaucoup de mal, parce que en physique classique, si vous augmentez les vitesses, vous augmentez l'énergie, et donc les objets doivent se séparer, et si vous faites l'inverse, les objets doivent se rapprocher et pas se séparer. Et là, on a une clé. C'est qu'en fait, il y a plus de vide. Et on va voir quelle est la science du vide. Et c'est la physique quantique. Et donc, en passant à la physique quantique, on va pouvoir résoudre ce genre de problème.